Alors que les guerriers troyens apostés sur les grands murs de leur cité pensent passer paisiblement leur journée à la chaleur du soleil, des milliers de vaisseaux grecs surgissent à l'horizon. Paris a fait une grande erreur en enlevant la chère épouse de Ménélas, Hélène. Mais trop tard, la rage de Ménélas s'est fait entendre. Et des centaines de milliers de Grecs s'apprêtent déjà à assiéger sa cité connue pour être infranchissable, Troie. Très peu ne doutera alors une seconde que la guerre durera près de 10 ans. Stratégie implaçable, duel légendaire entre Hector et Achille et des dieux omniprésents, la guerre de Troie racontée par Homère est certainement à ce jour l'un des conflits les plus célèbres. Mais des questions persistent depuis des siècles. Est-ce que la guerre de Troie a vraiment existé? Est-ce qu'on a vraiment assisté à une guerre sans pitié entre Grecs et Troyens? Est-ce que la ville de Troie a ne serait-ce existé? Bienvenue à la taverne. Au premier abord, le récit de l'Iliade n'inspire pas beaucoup confiance avec des dieux omniprésents, ce qui rend l'histoire très peu crédible. Cependant, Homère est bien plus clairvoyant qu'on puisse le croire. On dirait bien qu'il possède des connaissances remarquables sur l'histoire de sa civilisation. Si on remonte à l'âge de bronze, plus précisément vers 1400 avant Jésus-Christ, on retrouve une Grèce dominée majoritairement par une civilisation guerrière, celle des Mycéniens. Leur puissance navale est inégalable. Mais au-delà de leur férocité au combat, les Mycéniens pratiquaient un art convoité et ont leur propre alphabet et écriture, le linéaire B, traduisant leur haut niveau de développement. Bâtisseurs de palais forteresses, les Mycéniens effraient tout le monde. La civilisation minoenne qui a eu son apogée vers 1600 avant Jésus-Christ ne fera pas long feu. La disparition des Minoens est souvent expliquée par une grande catastrophe naturelle. Mais beaucoup pensent que la civilisation était déjà en train de se ternir avec l'arrivée des Mycéniens qui ont établi leur autorité avec force. La civilisation mycénienne n'est pas gouvernée par un seul homme, elle est divisée en de nombreuses cités indépendantes, toutes ayant leur propre leader. Mais s'il y a bien une cité qui a brillé pendant cette période, c'est Mycène, donnant au passage leur nom à leurs semblables. Et celui qui dirige cette immense flotte grecque contre Troie selon les dires d'Homère, c'est justement Agamemnon, frère de Ménélas et roi de Mycène, souvent appelé le roi des rois de toute la Grèce. Entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ, bien que guerrière, cette civilisation prospère surtout grâce à un commerce dynamique avec ses contemporains tels que les Égyptiens ou les Hittites. Mais aux alentours de 1150 avant Jésus-Christ, on assiste à l'effondrement dramatique de cette belle âge de bronze. La majorité des grandes civilisations vont voir leur art et culture réduits à néant. Ce qui a déclenché vraiment l'effondrement de l'âge de bronze, la destruction de l'âge de bronze, reste un mystère. Mais on a de nombreuses sources antiques, provenant notamment des Égyptiens, qui font référence à l'invasion brutale du peuple des mers, qui compte certainement parmi eux des pirates mycéniens. Ce demi-siècle troublé a vu l'abandon de la plupart des palais mycéniens, notamment celui de Mycène, et la disparition de l'Empire hittite. Ainsi, l'équilibre méditerranéen s'en est trouvé transformé. L'art est devenu plus simpliste, l'alphabet linéaire B est abandonné, donnant ainsi une Grèce illettrée. Mais quel que soit l'écroulement d'une civilisation, il en reste des traces, souvent sous la forme de mythes. L'écrit étant mis de côté, c'est par la voie orale que les descendants grecs vont raconter les exploits de leurs ancêtres. L'âge d'or du monde mycénien est alors vu comme étant un univers magique rempli de dieux et de héros, enchaînant exploit après exploit, ce qui explique notamment la forte présence des dieux dans l'Iliade. La longue période séparant les textes d'Homère de la civilisation mycénienne est donc traditionnellement perçue comme une époque de déclin. Un temps d'incertitude, souvent désigné comme étant le Moyen-Âge grec ou l'âge obscur. Homère a donc certainement écrit l'Iliade en se fondant sur des connaissances et des mythes qui ont traversé une époque secouée par la voie orale, tout en y ajoutant sa petite touche personnelle pour rendre le récit d'autant plus épique. Mais jusqu'au 19e siècle, l'histoire de l'Iliade n'a jamais vraiment été prise au sérieux, la présence continuelle des dieux rendant le récit quelque peu irréaliste. C'est en 1870 qu'une découverte va complètement relancer l'intérêt sur cette histoire. C'est sous le soleil ottoman que l'allemand Heinrich Schliemann déniche une mine d'or d'informations jusque-là insoupçonnées. 9 villes de Troie construites les unes sur les autres sur 3000 ans sont dénichées à un emplacement semblable à celui décrit par Homère sur le site d'Isarlik. Ces couches se verront immédiatement attribuer chacun un nom allant de 3.1 à 3.9. Schliemann a fait la découverte de sa vie
Étant très riche et un fanatique de l'Antiquité dès son jeune âge, vers 36 ans, il avait déjà assez d'argent pour prendre sa retraite et se consacrer pleinement à sa passion. Oui, c'est clairement un passionné de la Grèce antique. Il va jusqu'à appeler ses enfants Agamemnon et Andromaque. C'est pour vous dire, mais malheureusement, il est très loin d'être le plus malin d'entre nous. Alors qu'il découvre les 2-3 les plus récents, 3-9 et 3-8, il demande à ses compères de poser leur pelle et place littéralement des explosifs TNT sur le site. Quand je vous disais qu'il était pas très malin, Schliemann en est certain. Le vrai 3 décrit dans l'Iliade correspond à l'une des couches les plus profondes, certainement 3-2. Il va donc aveuglément détruire une partie du site pour récupérer les reliques de ce qu'il pense être le vrai 3. Un archéologue dira d'ailleurs plus tard qu'il a fait plus de dégâts à 3 que les Grecs n'ont jamais pu. Malheureusement, notre cher Schliemann s'est trompé dans ses calculs. 3-2 ne donne aucun indice sur un potentiel siège. Heureusement, des historiens et archéologues plus compétents vont prendre les mesures des choses et on est maintenant presque certain que le vrai 3 correspond au 3-7. On y a découvert beaucoup de signes qu'un siège de longue durée a bien eu lieu. Des jarres grecques utilisées pour contenir les graines, le vin, l'huile d'olive ont été enterrés pour avoir des produits qui se gardent mieux. Des traces d'incendie et de flèches appartenant probablement à des Mycéniens ont été retrouvées. C'est donc certainement la guerre qui a battu Troie dans les alentours de 1200 avant Jésus-Christ. De ce fait, si un Troie a vraiment existé, alors le site d'Isarlik est sa location la plus probable. Mais une question se pose alors, si une guerre impressionnante de la sorte a vraiment éclaté entre Grecs et Troyens, d'où vient cette rivalité entre ces deux contemporains? Homère explique tout cela par des mythes superflus, mais il y a vraiment une réalité historique derrière tout cela. Retournons à l'âge de bronze. Au début des années 1200 avant Jésus-Christ, les guerriers mycéniens avaient envahi toute la Crète et une grande part du sud-ouest de l'Anatolie. Une expansion qui a favorisé une rivalité contre les Hittites, désormais à leurs frontières. Alors que des querelles occuraient déjà régulièrement entre ces deux civilisations, une guerre sans merci était désormais une possibilité, leur sphère d'influence étant de plus en plus proche. La ville de Troie au nord-ouest de l'Asie mineure a tout de suite été perçue comme un endroit stratégique permettant d'avoir plus de contrôle sur l'opposant. 3-7 étant daté aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, cela correspond d'ailleurs parfaitement au conflit entre Mycéniens et Hittites. La ville de Troie est donc probablement tombée successivement entre les mains des deux civilisations, bataillant dur pour avoir cet avantage stratégique sur l'adversaire. Ainsi, la guerre de Troie racontée par Homère représente probablement l'apogée du conflit entre ces deux mondes. Le retour des Grecs dans leur pays natal après un aussi long siège coïncide par ailleurs avec l'effondrement de l'âge de bronze. Homère raconte à quel point le chaos s'était installé pendant leur absence. Sans leurs hommes les plus forts partis à la guerre, la civilisation mycénienne s'est certainement retrouvée affaiblie et n'a finalement jamais réussi à se relever avant de disparaître au profit du peuple des mers. Peut-être bien que la conquête de Troie était une dernière tentative des rois mycéniens de préserver leur pouvoir et prestige avant que leur peuple ne s'effondre comme de la poussière. Donc y a-t-il eu ce mythique duel entre Hector et Achille? Bien évidemment que la réponse est certainement non. Mais la cité de Troie a-t-elle vraiment existé, elle? On a beaucoup d'arguments pour dire que oui. Enfin, est-ce qu'il y a bien eu une armada de flottes grecques envoyées pour assiéger Troie? Bien que leur nombre est amplement exagéré dans l'Iliade, c'est bien possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une part de vérité dans le fabuleux récit d'Homère. Mais pourquoi l'Antiquité nous fascine-t-elle autant? Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître sur l'écran. Un nouveau récit vous attend dans la taverne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace.